Bonjour et bienvenue sur Crypto House pour l'actualité crypto de la semaine. Cette semaine, on va parler encore de la Chine, on va parler VeChain et de plein d'autres choses et ça, c'est pour tout de suite. Décidément, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en ce moment, le marché est un petit peu ennuyeux. Il n'y a pas grand-chose qui se passe au niveau des prix. Il y a quelques projets qui se démarquent, mais rien de nouveau. On a l'impression que tout le monde est en train d'attendre un gros boom vers le haut ou vers le bas. Et en attendant, le marché est morose. Le market cap le montre bien, hein. Tous les gains qu'on avait gagnés la semaine dernière avec un market cap à 249 voire 250 milliards sont retombés, hein. On est redescendu maintenant. Aujourd'hui, on est à 238 milliards. Donc rien de très folichon. Si on regarde au niveau des top cryptos, on a le Bitcoin qui est en légère baisse. Je remonte un petit peu. On a Ethereum qui reste toujours aux alentours de 185, 190, un XRP qui n'arrive pas à remonter aux 30 cents, un Litecoin qui reste à plus ou moins 60 dollars. Un des rares qui se porte plutôt bien, c'est Binance, comme d'ailleurs pas mal de cryptos asiatiques, voire chinoises, hein. Ce sont les rares cryptos qui s'en sortent. On a un Stellar qui, malgré le fait que la moitié des tokens étaient brûlés, est complètement redescendu et qui perd même 3,41% cette semaine. On va regarder, on a Chainlink qui est passé de 2,50 à 3,13 en simplement quelques jours. Et si on regarde ici sur une semaine, on voit qu'il y a, donc c'est la colonne ici, la troisième colonne, on voit qu'il y a du rouge partout. Les seuls qui sont dans le vert sont les stablecoins et quelques projets dont Binance fait exception, mais on a à peine 1,5% sur la semaine, ce qui est vraiment très très peu. Bon, on a Chainlink qui reprend pas mal, il faudrait que je regarde s'il y a des annonces spécifiques. On a Neo, autre crypto chinoise qui remonte à plus 13%. On a un Tezos qui est remonté car sur je ne sais plus quel exchange américain, maintenant il y a la possibilité d'avoir le staking. Je crois que c'est Coinbase, si je ne me trompe pas. Et donc quelques autres encore crypto chinoises comme VeChain. On va voir pourquoi est-ce qu'il a pris quasiment 23% sur la semaine. Alors si on regarde ici le graphe du Bitcoin avec l'US dollar, les bougies sont ici à une journée. On voit que la tendance baissière continue aussi pour le Bitcoin et depuis ce mini bull run ici de mi-octobre, on ne fait que baisser et on est ici dans une sorte de cône dans lequel il va falloir à un moment que le marché prenne une décision. Est-ce qu'on va continuer à descendre ou alors est-ce qu'on va monter? Il y en a certains qui disent que, alors si on regarde à plus grande échelle, si j'arrive à zoomer en arrière, peut-être je vais remonter sur des bougies à 3 jours. Voilà. Donc, toute cette partie que j'ai encadrée en rouge jusqu'à maintenant, ils appellent ça une sorte de beach flag dans lequel on arrive au bout. Et normalement, quand il y a un beach flag descendant, après c'est plutôt positif. Mais bon, il y a encore quelques jours à attendre avant qu'on ait un gros mouvement apparemment du Bitcoin vers le haut ou vers le bas. On va maintenant passer aux nouvelles par rapport au pays. On va démarrer par la Turquie et on a le président turc Erdogan qui a demandé au gouvernement d'achever les tests de la monnaie numérique de la Banque centrale en 2020. La Banque centrale devrait émettre une lire numérique basée sur une blockchain nationale, donc une blockchain privée, conformément au programme présidentiel du président. Donc on va voir qui sera le premier pays à avoir sa e-monnaie. Est-ce que c'est la Chine? Est-ce que c'est les Bahamas? Est-ce que c'est maintenant la Turquie? En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est que pour la première fois de l'histoire, il y aura en 2020 des monnaies nationales digitales, dont certaines basées sur la blockchain. Donc ça va faire quand même
un gros changement. Après 10 ans que la blockchain existe, il va y avoir des pays qui vont l'adopter pour baser leur monnaie nationale. C'est quand même une grosse avancée technologique. Ensuite, on reste dans des bonnes nouvelles. On a le journal chinois qui s'appelle le Xinhuan Daily, qui est quand même un journal contrôlé plus ou moins par l'État. On sait que en Chine, la presse est quand même très contrôlée. Et ils viennent de sortir un article, alors que je vous montre d'abord en chinois, si ça marche, voilà. Donc ça, c'est l'article en chinois, c'est quand même sur 4 colonnes en première page. Et voilà ici la traduction en anglais. Et donc ce que dit cet article, c'est que le Bitcoin est la première application à succès développée sur la blockchain. Et ensuite, il rappelle quand même en deuxième paragraphe que le Bitcoin n'est pas une crypto-monnaie, mais après, dans le reste de l'article, ils disent que ils donnent les principaux caractéristiques et usages du Bitcoin. Alors, ils disent que c'est décentralisé, que ça permet d'effectuer des transactions financières. Ils expliquent le concept de clé privée et de clé publique, le nombre de Bitcoin maximum, le nombre de Bitcoin par bloc, et qu'il y aura des bitcoins, des nouveaux bitcoins jusqu'en 2140. Donc il termine l'article par ça. Donc ça va vraiment dans la mouvance des 2 dernières semaines où la Chine en ce moment pousse la blockchain et que la Chine qui a interdit l'achat et la vente de Bitcoin sur les exchanges parle maintenant du Bitcoin de manière positive. C'est quand même assez extraordinaire. Il y a des choses qui sont en train de se passer. Je pense que l'année 2020 sera assez intéressante à suivre. Alors, on continue par... je vais faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé la semaine dernière dans la conférence Swell, qui est la grosse conférence annuelle de Ripple, donc la conférence 2019. Alors, il commence par dire que déjà, en un an, ils sont passés de 200 à 300 clients, ce qui est quand même une super progression. Je ne sais pas si la société dans laquelle vous travaillez a autant progressé entre les 2 dernières années, mais en tout cas, je pense que c'est assez exceptionnel par rapport à Ripple. Ensuite, ils expliquent ici dans l'article, ils parlent pas mal du service qui s'appelle On-Demand Liquidity, qui est donc le service de transfert de monnaie qui utilise le XRP et qui permet de ne pas passer par les comptes préfinancés dans les diverses monnaies que les banques ont habituellement avec les transferts de type SWIFT par exemple. Et là, en quelques mois, donc ce concept de liquidity on demand est passé de 0 à 20 clients, ce qui est aussi très bien. Et parmi les clients, on a MoneyGram, on a GoLance, on a Via Americas, on a FlashX, Interbank Pérou et d'autres. Et ici, ils mettent dans l'article, je vais faire un refresh. Donc l'application qui permet de voir en temps réel s'il y a des transactions qui sont faites. Donc on voit ici le volume en US dollars. Alors là, par exemple, je vois que c'est un volume, c'est quand même, on parle ici de 2 millions, plus de 2 millions de dollars qui ont été transférés, ça c'est quasiment par jour. On voit ici ce qu'on appelle les corridors, parce qu'en fin de compte, il faut savoir que il n'est pas aujourd'hui possible d'envoyer par exemple des euros vers n'importe quel pays au monde. Il faut que le corridor entre l'euro, donc cette monnaie fiduciaire, et une autre monnaie fiduciaire ait été programmé par des accords entre Ripple et puis MoneyGram et peut-être une banque dans un autre pays. Donc tant que ces corridors qu'on voit ici, là par exemple US dollar Philippines, US dollar avec le pesos mexicain, le dollar australien avec l'US dollar, etc., etc. Donc tant que ces corridors ne sont pas ouverts, vous ne pouvez pas transmettre de paiement vers ce pays ou vers cette monnaie. Donc ce qui est en train de faire
Ripple, c'est que petit à petit, ils ouvrent des nouveaux corridors et ça permet d'augmenter le nombre de transactions ensuite journalières. Là, ils viennent d'ouvrir, ils ont dit l'Australie avec le Mexique, l'Australie avec les Philippines, et ils vont bientôt ouvrir le Brésil aussi. Et ils disent qu'il y aura des dizaines et des dizaines de nouveaux corridors en 2020. Bon, malgré tout, ça va prendre vraiment du temps pour que le XRP soit utilisé à grande échelle. Ne vous attendez pas du jour au lendemain à ce que le prix du XRP monte. Maintenant, je vais parler rapidement de DXChain. Donc, il y a un abonné qui a fait remarquer que DXChain est passé en quelques semaines. Donc là, par exemple, de mi-septembre, de la 300e, du top 300 dans le market cap vers simplement le top 100. Et on voit effectivement que là, le token, il est passé de 0,00023 à aujourd'hui 0,0017. Et il a même fait un pic là à 26, à 0,0026. Donc là, on a des très très forts pourcentages de progression en simplement quelques semaines. Alors là, ça a redescendu un petit peu, mais bon, si le projet est intéressant, il a l'air intéressant, ça risque de remonter. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse progression? C'est que maintenant, petit à petit, le projet commence à délivrer et ils ont délivré déjà un premier testnet, ils vont délivrer un deuxième testnet en décembre et le mainnet courant du premier trimestre 2020. Je pense que je vais d'ici quelques semaines sortir une vidéo spécifique sur DXChain que je suis en train d'étudier. Alors hier je suis allé à une conférence organisée par PwC, donc c'était une soirée qui s'appelait IOTA Behind Blockchain. Et il y avait Dominique Schneier qui présentait, donc là j'ai pris des photos de l'event. Alors c'est super intéressant de voir tous les prototypes, tous les proof of concept dans lesquels participe IOTA. Et j'ai l'impression qu'ils vont arriver, en tout cas d'après ce que j'ai compris de Dominique Schneier, c'est que dans les 2 à 3 ans, ils arriveront à vraiment avoir des applications qui seront utilisées par les citoyens, par le grand public. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que Dominique, il est très très abordable. Il a été abordable avant en début de soirée, il a été abordable à la fin de son intervention. Moi, j'ai pu discuter à peu près 4 à 5 minutes avec lui et j'ai même réussi à faire un selfie avec Dominique. Voilà, donc j'espère pouvoir avoir Dominique Schneier prochainement sur la chaîne pour un interview exclusif. Donc là, j'essaye de préparer ça. C'est pas certain, mais en tout cas, je m'y attarde. Alors, une des grosses nouvelles crypto de la semaine, c'est l'information par rapport à VeChain. Alors, on a la société DNVGL qui est une société de normalisation. On a VeChain qui ont annoncé une collaboration tripartite avec le groupe ASI, qui est une grosse société de logistique, de transporteurs, donc afin de lancer la première solution logistique de commerce transcontinental basée sur la blockchain publique VeChain Tor. Donc c'est un projet qui s'appelle, un service qui s'appelle Foodgates et qui concerne uniquement pour l'instant le domaine de l'alimentation et des boissons. Et le 5 novembre dernier, lors de l'inauguration de la foire qui s'appelle China International Import-Export 2019, donc en Chine, le service Foodgate de VeChain a permis d'authentifier du bœuf limousin français. Bœuf qui a d'ailleurs été goûté par le président Xi Jinping et donc le président chinois et le président français Emmanuel Macron. Donc on les voit ici sur une photo lors de l'event. Alors, il faut savoir quand même que le flux alimentaire entre la Chine et la France a représenté en 2018 un peu plus de 24 milliards de dollars, donc c'est quand même un très très gros marché.
Et certains labels français vont pouvoir utiliser ce service, notamment les labels Concours Général Agricole de Paris, Cochon Pays, Blason Prestige, Qualité Limousin et Label Rouge. Donc ce service, c'est quelque chose qui est important pour des pays comme la Chine où la sécurité alimentaire et les contrefaçons sont quand même monnaie courante, et donc ça va permettre aux citoyens chinois d'acheter réellement ce qui a marqué sur l'étiquette. Et ça, c'est quelque chose vraiment de crucial. Donc c'est un service dont les gens ont besoin et qui est maintenant facilement disponible. Alors suite à l'annonce, on a vu que le token a quand même pas mal monté, là, 22, quasiment 23% sur la semaine. C'est une bonne performance donc de VeChain, mieux que les autres cryptos chinoises. On va maintenant parler de Bithumb, donc c'est ce gros exchange coréen, qui est aussi un gros exchange au niveau mondial, puisque je crois qu'il représente à peu près 15% du volume mondial d'exchange en crypto. Bithumb va lancer son projet qui s'appelle Bithumb Chain avec un token associé. Alors la chaîne et le token vont être lancés au premier trimestre 2020. Et au début, le token va être utilisé, comme c'est le cas sur pas mal d'exchanges, comme token utilitaire lors des transactions. Alors, est-ce que ce type de token est vraiment nécessaire ? Personnellement, je pense que ce n'est pas nécessaire, mais bon, c'est la tendance. On voit que les premiers qui ont lancé ça, c'est Binance, puis ça a été suivi de KuCoin, de Huobi et bien d'autres aujourd'hui. Par contre, Binance, eux, ils ont trouvé beaucoup d'utilisation au token. Donc ça ne sert pas simplement au niveau de l'exchange. D'abord, ça sert au niveau de l'exchange.com. Ensuite, ça sert certainement dans les autres exchanges qu'il y a aux États-Unis, à Singapour. Aussi, ça sert au niveau du DEX. Mais il y a aujourd'hui des cryptos qui sont créés sur Binance Chain. Donc Binance a beaucoup d'utilité, beaucoup plus que simplement être utilisé au sein de l'exchange, parce que je ne suis pas sûr qu'à long terme, ce soit une solution qui soit viable. Aussi, pour revenir sur Bithumb, ils vont élaborer aussi le même concept de brûler des tokens avec le temps. Donc ils vont démarrer à 300 millions de tokens et puis après quelques années, ils arriveront à en brûler 50% pour arriver à 150 millions de tokens au total. On va parler un petit peu de Bakkt, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Bakkt vient de recevoir l'autorisation du département des services financiers de New York pour offrir des services de garde, donc des services de custody crypto ouverts à toutes les institutions. Alors la différence avec ce qu'il y avait avant, c'est qu'avant, ce service était disponible uniquement aux clients des contrats futurs. Maintenant, c'est disponible à tous les clients institutionnels. D'ailleurs, Bakkt a déclaré de cette avancée comme un lien critique dans l'adoption institutionnelle du Bitcoin. On va voir si ça permet effectivement d'avoir plus d'adoption des institutionnels des cryptos et notamment du Bitcoin. On va terminer par une nouvelle que j'ai trouvée assez intéressante de l'application Cash App. Alors, Cash App, c'est une application qui est assez populaire aux États-Unis, qui appartient à l'entreprise Square, qui est une entreprise spécialisée dans les paiements mobiles et les paiements électroniques, qui appartient à Jack Dorsey, qui n'est autre que le patron de Twitter. Et on apprend dans une lettre, donc ça c'est un extrait d'une lettre, c'est pas simplement une lettre, c'est vraiment un rapport qui a été délivré aux actionnaires pour le troisième trimestre. On apprend, j'ai souligné ici, dans ce rapport, qu'ils ont vendu pour 148 millions de bitcoins. Et avec un taux donc de progression, ils disent de 244% par rapport à l'année précédente. Ensuite, on a des analystes qui sont penchés sur tous ces résultats et on a notamment Assine Almanjra, qui est une analyste de crypto-assets chez ARK Investment, et elle a dit que si jamais Cash App maintient sa croissance dans les prochains mois, en tout cas jusqu'au niveau du halving,
Cash App va acheter 2 bitcoins par 10 minutes, donc par bloc. Et en ce moment, il y a 12,5 bitcoins qui sont créés par bloc, mais à partir du halving, il n'y en aura plus que 6,25. Donc ça voudrait dire que si Cash App continue à progresser comme ils le font, Cash App achètera 30% ou un peu plus de 30% de tous les bitcoins qui sont minés, ce qui est vraiment énorme, parce que là on parle simplement d'une seule application. Je dirais que même si leur croissance se ralentit et qu'ils achètent un bitcoin sur les 6 qui vont être minés, ça reste vraiment exceptionnel, parce qu'il faut savoir qu'il y a les institutionnels, il y a les marchés de l'OTC, il y a peut-être même maintenant des États qui vont commencer à acheter du bitcoin, et puis il y aura les citoyens qui continuent petit à petit à amasser aussi du bitcoin. Donc ça peut vouloir dire qu'à partir du moment où il y aura le halving, il commencera à y avoir une pénurie. Là, il y a encore quelques mois à attendre avant d'en avoir la certitude. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé du marché, que je trouve très très morose. Est-ce que vous pensez que on va continuer vers une tendance baissière, ou alors qu'au contraire, on arrive vraiment au fond et que maintenant on va remonter? Qu'est-ce que vous pensez de la Chine qui continue vraiment à pousser le Bitcoin? Et là, je parle même du Bitcoin, pas simplement de la blockchain. Et aussi de Cash App qui prend un certain nombre de bitcoins, en tout cas de nouveaux bitcoins, passe par cette application, et ça a l'air assez prometteur. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne. Dites-moi si le son est toujours bon, comme la semaine dernière. En tout cas, je fais le maximum pour avoir la meilleure qualité de son. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.